Bonsoir à tous. De par ma profession d'ostéo, j'ajuste les corps au cordeau pour une vie sans accroc. Mon intention, c'est de libérer les corps des chaînes pour en faire des roseaux souples comme dans la fable de Jean de La Fontaine. Os et tissus, mobiles à 100%, optimisent la diffusion du sang pour que chaque cellule reçoive son aliment. Je partage ce soir avec vous le mode d'emploi de ce petit bijou. Notre corps, c'est notre machine à voyager dans le temps. Notre corps, c'est notre véhicule pour visiter le monde, pour découvrir les autres et pour se découvrir soi-même. Notre corps, c'est aussi l'outil que l'on façonne chaque jour par nos choix, par nos actes et par nos gestes. Pour commencer, il faut bien comprendre que notre corps a besoin d'air, comme une plante a besoin de lumière. On vient au monde par un premier cri et on le quitte dans un dernier soupir. Mais avant ça, je vais vous demander à tous de dire pouce et de lever votre pouce maintenant et de souffler un coup. Puis on vient placer son pouce sous son sternum comme ça et on inspire. On inspire en repoussant le pouce. On inspire en gonflant le ventre, puis le thorax. Bref, on inspire en utilisant son diaphragme. C'est le muscle inspirateur principal. On est fait pour respirer avec lui. Si on ne s'en sert pas, il va s'enraidir, se contracter, et il va tirer sur le bas de notre dos. On va se retrouver comme ça, et du coup, pour voir ce qui se passe autour de nous, on va devoir relever la tête de cette façon, et du coup, on va avoir mal en bas du dos et au cervical. Et dans ma profession d'ostéopathe, je vois souvent des gens qui viennent pour ce motif de consultation. Alors que finalement, il suffit de prendre le temps et de prendre conscience qu'on peut respirer comme ça, avec notre diaphragme. En plus, il est posé sur nos viscères abdominaux. Et donc, quand on inspire en gonflant le ventre, on les comprime et on fait ainsi remonter le sang veineux vers le cœur, qui va le redistribuer ensuite dans tout le corps à son tour. Du coup, le diaphragme, il sert à respirer, à brasser de l'air, et il participe à faire circuler le sang. Donc finalement, ce diaphragme, c'est un peu le grand animateur. En plus, en regardant dans les dictionnaires, on peut trouver, pour désigner l'âme, notre essence, des mots comme anima en latin, dont la racine est le mot souffle, ou en sanskrit, le mot ana, pour respirer. Donc notre essence est vraiment liée à notre respiration. Des traditions anciennes expliquent en plus que notre corps, c'est une flûte dans laquelle souffle notre âme. Donc notre diaphragme, ce grand animateur, il est vraiment central, en plus de sa position. Et je me dis que s'il nous parlait, il le ferait sans doute à la manière du parrain. C'est par moi que vous vivez, et c'est par moi que vous mourrez. Je détiens le pouvoir de vie et de mort. Apprenez à me respecter et soyez tranquille. Plusieurs études scientifiques corroborent cette petite idée que je me suis faite et qui nous montrent, qui nous expliquent que le yoga, le tai chi ou encore le qigong, bref, des disciplines qui nous demandent une respiration lente, profonde et en conscience, sont excellentes pour notre santé. Et maintenant, je vous invite à voir une journée pour votre corps. Du coup, le matin,
encore couché, on peut commencer par dire pouce au réveil pour lui demander un créneau d'1 minute. Et pendant cette minute, on va commencer par respirer, normalement avec le diaphragme, et puis on peut allonger alternativement les jambes pour décomprimer le bas du dos, une zone qu'on retrouve souvent douloureuse et usée, vous savez, avec cette fameuse arthrose. Puis, pour sortir du lit, on va plier les jambes et se tourner sur le côté. Voilà. C'est comme ça qu'on se lève du bon pied. Ensuite, sous la douche ou dans sa baignoire, on peut s'habiller plutôt que de faire de l'équilibrisme sur un fond de savon et risquer de se blesser. Idem pour s'habiller, on sort les habits de l'armoire, on les pose sur le lit et on s'assoit pour s'habiller. Encore récemment, un patient m'expliquait que sa belle-mère est décédée des suites d'une mauvaise chute en enfilant ses collants. Donc, en mémoire de cette dame, je vous demande de ne plus oublier de votre côté. En voiture. Souvent, on part au travail encore en voiture, et j'aimerais savoir qui parmi vous utilise son appui-tête. Vous pouvez peut-être lever la main. Ok, c'est une grande minorité. Donc on va revoir ça ensemble. Donc une fois dans la voiture, finalement c'est assez simple. Il suffit de caler le pied gauche sur le passage de roue pour caler son bassin contre le dossier du fauteuil. Un peu comme ça. Et puis, quand on est dans cette position, on peut poser la tête sur l'appui-tête. Et en plus, on peut facilement respirer, parce que le diaphragme est libre. Alors que si on relâche le pied et qu'on avance le bassin, on va se retrouver un peu comme ça. Et là, difficile de respirer. Et c'est comme ça qu'on se retrouve stressé en voiture. Bien, ensuite au bureau. Au bureau, on passe souvent la journée assis. Or, Paracelse nous apprenait que c'est la dose qui fait le poison. Donc, dans l'idéal, on espère pouvoir changer de position. Et c'est pour ça qu'il existe des bureaux amovibles qui passent debout ou qui nous permettent de varier notre position dans la journée. Un peu assis, un peu debout. C'est déjà une obligation légale au Danemark pour l'employeur de proposer ce type d'aménagement. En plus, on a mis tellement d'années à acquérir une bipédie stable que c'est quand même dommage de régresser à une position assise pour laquelle nous ne sommes pas vraiment faits pour fonctionner. Victor Hugo, Thomas Jefferson sont deux exemples de personnes qui ont plutôt bien travaillé et qui avaient des bureaux debout. Puis vient l'heure du déjeuner. Encore une fois, on va s'asseoir à table, mais là, il faut mieux manger assis, je pense. Et le moment clé, ça va être de mâcher, de penser à mâcher. Mâcher, on peut le faire 5 fois de chaque côté. C'est la fonction qui fait l'organe, comme nous disait Galien. Du coup, d'utiliser nos dents, c'est ça qui va les renforcer, qui va aider la circulation du sang à l'intérieur d'elles. Et en plus, si le boulot n'est pas fait par les dents, l'estomac ne va pas être très content. Il va devoir sécréter plus d'acide, ce qui peut faire le terrain pour des brûlures d'estomac ou des remontées acides. Et en plus, le travail chimique ne remplacera pas le travail mécanique. Et du coup, des gros morceaux vont passer, fermenter dans l'intestin et nous transformer en émetteurs de gaz. Pas très à la mode. Et enfin, ce bon repas, ces aliments qui viennent du monde extérieur, on peut prendre le temps de les garder en bouche comme un préliminaire avant l'acte sexuel, histoire que notre corps s'y habitue. Sinon, si on mange trop vite, c'est juste un trou qu'on remplit, quoi. Et maintenant, la sieste. La sieste,
en France, c'est encore vu comme un signe de faiblesse. Pourtant, de nombreux leaders et gens très productifs font des siestes. Ça devrait être, je pense, obligatoire. Ouais. En plus, il y a plein encore d'études scientifiques qui disent que la productivité et surtout la créativité est améliorée par les siestes. Et dans notre époque de dictature des sociétés transnationales, je pense qu'on va avoir besoin d'être créatif. Et il y a déjà Cédric Villani qui pratique une sieste, lui, à même le sol. Et il explique, un détail croustillant pour l'ostéopathe que je suis, qu'à même le sol, son corps y participe et que ça le ressource en profondeur. À un autre niveau, on a Bertrand Piccard qui, pendant son odyssée à travers le Solar Impulse, pratiquait de courtes périodes d'auto-hypnose. Des périodes de transe hypnotique qui lui permettaient de vite récupérer pendant ces longues heures de vol. Et j'adore sa citation d'arrêter de se battre contre les vents de la vie, car elle est évidemment polysémique, elle renvoie à plein de choses, et notamment à cette capacité de s'abandonner, de se relâcher, de lâcher prise pour faire la sieste ou expérimenter la transe hypnotique. Et puis l'après-midi, on a souvent des choses à porter. En tout cas, on en a tous. Et pour ça, il faut bien penser que même si on soulève des briques ou des parpaings, notre dos, ce n'est pas une grue. Non. On n'est pas fait pour se relever de cette position. Alors après, on peut bricoler un peu comme ça, mais surtout ramener le bassin sous la tête pour se relever ensuite. En plus, ça peut être une bonne solution pour les gens qui ne peuvent pas mettre un genou à terre ou qui ne peuvent pas s'asseoir sur leurs talons. Une bonne alternative aussi, ça peut être la fente. Parce que dans cette position, notre bassin est mobile et du coup, on peut se pencher et se relever comme ça sans risquer de se blesser. Et enfin, le soir, on peut prévoir un petit dîner aux chandelles, une petite danse, une expression verticale pour un désir horizontal. On se caresse le dos, on se caresse les bras, en plein là où l'on trouve les récepteurs aux fibres CT qui vont stimuler notre insula. Et ça, messieurs, le cerveau en entier, c'est le premier organe sexuel de la femme. Et cette insula, plus précisément, stimulée par quelques simples caresses, va sécréter de l'ocytocine. Vous savez, l'ocytocine, cette hormone de l'amour, de l'attachement, qu'on va sécréter un petit peu quand on est avec des amis, un peu plus quand on est avec notre amoureux ou notre amoureuse, et en cascade au moment d'un orgasme. Donc, pour résumer, le matin, on pense à se lever du bon pied, on s'assoit pour la douche et pour s'habiller. Dans la voiture, on pense à l'appui-tête pour pouvoir respirer. Au bureau, on varie les plaisirs, assis ou debout. À table, on pense à mâcher 5 fois de chaque côté. Pour soulever des charges, on pense à la fente ou aux genoux pliés. Et le soir, caresse du dos, caresse des avant-bras, stimulation de l'insula. Voilà, vous avez le mode d'emploi, à vous d'en faire un mode de vie. C'est fini.